Je sentis la gifle de ma mère avant même d'entendre le bruit. Sa main s'abattit sur ma joue avec une violence que je ne lui avais jamais connue. Et le silence qui suivit fut plus assourdissant que le cri qu'elle retint. Tu n'iras pas à l'enterrement de ta grand-mère si c'est pour revoir cette femme. Cracha-t-elle enfin, les yeux injectés de haine et de peur. Le sang battait à mes tempes. Je restais figé dans le salon de la maison familiale à Lyon. Cette grande bâtisse bourgeoise où j'avais grandi. Où chaque meuble semblait me juger. Mon père, assis dans son fauteuil Voltaire, ne leva même pas les yeux de son journal. Ma sœur aînée, Claire, croisa les bras et détourna le regard. Seul mon petit frère, Antoine, osa murmurer « Émilie », mais ma mère le fit taire d'un geste sec. Je venais d'annoncer que je prenais le premier vol pour Paris, puis le train pour la Bretagne, où mamie allait être inhumée. C'était il y a 3 jours, quand le télégramme était arrivé. Mamie, ma seule alliée véritable. Celle qui savait tout de moi depuis mes 16 ans. Celle qui m'avait dit un jour, en me caressant les cheveux, l'amour n'a pas de genre. Ma chérie, il a seulement un cœur. Elle était partie dans la nuit, seule dans sa maison de Saint-Malo, et je voulais être là pour lui dire au revoir. Mais ma mère avait découvert les messages. Ceux que j'échangeais encore avec Mathilde. Malgré la promesse que je m'étais faite de tout arrêter. Mathilde, ce nom seul faisait trembler mon monde. Nous nous étions rencontrés à Paris, lors de mon stage à la Sorbonne, il y a 8 ans. Elle était doctorante en littérature, brillante, passionnée, avec ce rire grave qui me faisait fondre. Nous avions vécu 2 années d'un amour absolu, clandestin d'abord, puis déclaré à quelques amis. Mais quand ma famille l'avait appris, l'enfer s'était déchaîné. Une abomination avait tonné mon père. Tu nous déshonores. On m'avait forcé à rompre, menacé de me couper les vivres, de me renier. J'avais cédé. Par lâcheté. Par peur de perdre cette famille qui, malgré tout, était mon ancrage. J'avais quitté Paris, Mathilde, et cette partie de moi-même. Je m'étais installée à Lyon, avais accepté le poste que mon père m'avait trouvé dans son cabinet d'avocat. Avait même fréquenté pendant un temps un collègue gentil mais fade, pour rentrer dans le rang. Mathilde avait tenté de me retenir, m'avait écrit des lettres déchirantes que j'avais brûlées une à une. Puis elle avait disparu de ma vie. Du moins le croyais-je. Jusqu'à ce que, il y a 6 mois, un message anonyme sur mon téléphone, je pense encore à toi tous les jours. M. J'avais reconnu immédiatement. Et malgré la culpabilité, malgré la promesse, j'avais répondu. Les mots avaient coulé. D'abord prudent, puis torrent. Nous parlions de tout. Sauf du passé. Jamais de retrouvailles. Jamais d'avenir. Juste ce fil ténu qui nous reliait encore. Et maintenant? Ma mère brandissait mon téléphone comme une preuve au tribunal. Tu mens depuis des mois. Tu nous mens encore. Tu ne partiras pas. Tu resteras ici et tu oublieras cette perversité une bonne fois pour toutes. Je touchai ma joue brûlante. Quelque chose se brisa en moi. Pas la douleur physique. Non. C'était plus profond. La certitude que je ne pouvais plus vivre ainsi.
Mamie aurait voulu que j'y aille. Murmurai-je. Ma mère éclata d'un rire amer. Ta grand-mère tournait dans sa tombe si elle savait ce que tu es devenu. Ces mots me transpercèrent comme une lame. Je ramassai mon sac. Mes mains tremblaient. Je pars quand même. Mon père leva enfin les yeux. Si tu franchis cette porte, tu n'es plus ma fille. Le silence tomba, lourd comme un cercueil. Je regardais chacun d'eux. Claire évitait mon regard. Antoine avait les larmes aux yeux. Ma mère serrait les lèvres jusqu'au sang. Je sortis. La porte claqua derrière moi avec une finalité terrifiante. Dans la rue, l'air froid de décembre me gifla à nouveau. Mais cette fois, il me réveilla. Je marchai jusqu'à la gare de Perrache. Achetai un billet pour Paris sans réfléchir. J'avais besoin de distance. Besoin de respirer. Le train partit à 20h17. Je regardais Lyon s'éloigner par la fenêtre. Les lumières devenir des points flous à travers mes larmes. À Paris, gare de Lyon, il était presque minuit. Je n'avais pas réservé d'hôtel. Je n'avais pas de plan. Je sortis dans la nuit parisienne. Le froid mordant. Les rues presque vides. Mon téléphone vibra. Un message de Mathilde, j'ai appris pour ta grand-mère. Je suis désolée. Si tu as besoin, je suis là. Mon cœur se serra. Je ne répondis pas. Pas encore. Je marchais sans but. Passais devant Notre-Dame enveloppée d'échafaudage. Longer la Seine scintillante. Et puis, sans savoir comment, je me retrouvai devant son immeuble. Rue des Écoles. Celui où nous avions vécu nos plus beaux moments. Les fenêtres du 3e étaient allumées. Je restai planté sur le trottoir d'en face. Comme une ombre. La porte de l'immeuble s'ouvrit soudain. Mathilde sortit. Emmitouflée dans un manteau noir. Un sac à la main. Elle s'arrêta net en me voyant. Le temps se figea. 8 ans. 8 ans sans la toucher. Sans entendre sa voix autrement que dans mes rêves. Elle était plus belle encore. Les traits affinés par le temps. Une ride légère au coin des yeux qui la rendait plus vraie. Émilie, murmura-t-elle. Sa voix tremblait. Je ne pus articuler un mot. Elle traversa la rue. Lentement. Comme si j'allais disparaître. Puis elle fut devant moi. Tu es gelée ? Dit-elle simplement. Et elle ouvrit son manteau pour m'envelopper avec elle. Je me laissai aller contre elle. Et les larmes vinrent enfin. Violentes. Libératrices. Elle me fit monter sans un mot. L'appartement avait changé. Mais l'odeur était la même, livres anciens. Café. Son parfum. Elle me prépara un thé. S'assit en face de moi. Raconte-moi. Demanda-t-elle doucement. Je racontai tout. La gifle. Le reniement. La peur. Le mensonge que j'avais vécu. Elle écoutait. Les yeux brillants. Quand j'eus fini, elle prit ma main. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Émilie. Jamais. Même quand tu as disparu. Même quand j'ai essayé de refaire ma vie. Ces mots me bouleversèrent. Je lui demandai si elle était avec quelqu'un.
Elle secoua la tête. J'ai eu des histoires. Rien de sérieux. Personne ne t'arrivait à la cheville. Je fermais les yeux. La culpabilité me rongeait. Je t'ai abandonnée, Mathilde. Je t'ai laissée pour sauver les apparences. Je suis un monstre. Elle se leva. Vint s'agenouiller devant moi. Tu étais jeune. Effrayée. Ta famille t'a brisé. Mais tu es revenu. C'est ça qui compte. Elle posa sa tête sur mes genoux. Je caressai ses cheveux. Enfin. Ce geste si simple. Si interdit pendant des années. Nous parlâmes toute la nuit. De mamie, qui avait toujours su pour nous et nous avait protégés en silence. De la Bretagne. Des embruns. De la maison aux volets bleus. Mathilde voulait m'accompagner à l'enterrement. Je connaissais ta grand-mère. Elle m'aimait bien. Tu sais. Elle me disait toujours, prends soin de ma petite fille. Mathilde. Je pleurais encore. Le lendemain matin, nous prîmes le TGV pour Saint-Malo. Dans le train, nos mains se cherchaient sans cesse. Discrètes mais avides. À l'arrivée, le ciel était bas. La mer grise. La maison de mamie sentait encore son parfum de lavande. Quelques cousins étaient déjà là. Surpris de me voir. Personne ne connaissait Mathilde. Je la présentai comme une amie de Paris. Les regards furent polis, mais froids. L'enterrement eut lieu le surlendemain, sous une pluie fine. L'église était pleine de gens du village qui avaient aimé mamie. Quand le prêtre parla de « l'amour inconditionnel », je serrai la main de Mathilde si fort que je crus la broyer. Après la cérémonie, au cimetière, je m'effondrai sur la tombe. Mathilde me soutint. Une cousine, Sophie, nous observa longuement. Le soir, de retour à la maison, Sophie me prit à part. C'est elle, n'est-ce pas, celle dont mamie parlait parfois. J'acquiesçai, terrifiée. Sophie sourit tristement. Mamie m'avait fait jurer de veiller sur toi si un jour tu revenais à toi-même. Elle savait tout. Elle t'aimait infiniment. Ces mots me libérèrent un peu. Mais le lendemain, tout bascula. Mon téléphone sonna tôt. Ma mère. Je décrochai. Le cœur battant. Émilie. Rentre immédiatement. Ton père a fait une crise cardiaque cette nuit. Le monde vacilla. Mathilde me vit blêmir. Je raccrochai. À garde. Il est à l'hôpital. À Lyon. C'est grave. Mathilde voulut m'accompagner. Je refusai. Si je viens avec toi, ils te rejetteront encore plus. Je dois y aller seule. Elle protesta. Mais je fus inflexible. Je pris le premier train. Durant le trajet, la culpabilité me dévora. Et s'il mourait en me haïssant? Et si c'était ma faute? À l'hôpital, ma mère était effondrée. Mon père était en réanimation. Stable mais faible. Quand il me vit, il tourna la tête. Ma mère me murmura, il a vu les photos. Quelles photos? Claire?
Maladroite, avait pris en cachette une photo de Mathilde et moi au cimetière, nos mains enlacées, et l'avait envoyée à ma mère, pour que tu comprennes enfin. La crise avait suivi. Je restais au chevet de mon père des heures. Il finit par parler. D'une voix rauque, je ne veux pas mourir en te perdant. Je pleurais. Tu ne me perds pas. Papa. Je suis là. Il ferma les yeux. Mais cette femme, je pris sa main. Je l'aime. Je l'ai toujours aimée. Je ne peux plus mentir. Il se tut longtemps. Puis, ta grand-mère elle m'avait dit un jour que tu étais différente. Je n'avais pas compris. Je croyais que c'était une passade. Il toussa. Je ne sais pas si je peux accepter. Mais je ne veux pas te perdre. Ce fut un début. Fragile. Ma mère. Elle. Restait murée dans la colère. Tu choisis entre elle et nous. Je refusai l'ultimatum. Je ne choisis pas entre des personnes. J'existe entière? Ou pas du tout? Je restai une semaine à Lyon. Mon père s'améliora lentement. Les conversations étaient douloureuses, pleines de silence. Antoine me soutint en secret. Claire oscillait entre culpabilité et jugement. Un soir, Mathilde m'appela. Sa voix était étrange. Émilie, il faut que je te dise quelque chose. Mon cœur se serra. Quoi? Silence. J'ai reçu une lettre. De ton notaire de famille. Ta grand-mère t'a légué la maison de Saint-Malo mais seulement si tu y vis avec la personne que tu aimes vraiment. Elle l'a écrit noir sur blanc. Je restai sans voix. Mamie avait tout prévu. Tout protégé. Je retournai à Paris pour voir Mathilde. Elle m'attendait à la gare. Nous nous embrassâmes enfin librement. Dans la foule anonyme. Mais son regard était tourmenté. Il y a autre chose? Dit-elle dans le taxi. Une femme m'a contactée. Elle dit être ta cousine éloignée. Elle conteste le testament. Elle affirme que mamie n'était plus lucide. Je blêmis. La cousine en question était Sophie? Non. Une autre? Véronique. Que je connaissais à peine. Cupide et aigrie. Elle voulait vendre la maison pour payer ses dettes. Le procès était imminent. Mathilde et moi décidâmes de nous battre. Nous engageâmes un avocat. Les semaines suivantes furent un tourbillon, audiences, témoignages, nuit blanche. Ma famille lyonnaise prit parti pour Véronique. Par loyauté clanique plus que par conviction. Ma mère me traita de « profiteuse ». Un soir, après une audience particulièrement dure, Mathilde s'effondra. Je ne supporte plus d'être le prétexte à tous ces conflits. Peut-être que si je m'efface, tout s'arrangera. Je la pris dans mes bras. Terrifiée. Ne dis pas ça. Jamais. Tu es ma raison de me battre. Nous nous accrochâmes l'une à l'autre plus fort. Les moments volés étaient d'une intensité nouvelle, promenade nocturne le long de la Seine, dîner aux chandelles, lecture à voix haute dans l'appartement. Nous reconstruisions, pierre par pierre, ce que la vie avait démoli. Puis vint le coup de théâtre. Lors de la dernière audience,
L'avocat adverse produisit une lettre prétendument de mamie, révoquant le legs. Mais l'expertise graphologique prouva la falsification. Véronique avait payé un faussaire. Le scandale éclata. Elle perdit tout crédit. Le juge confirma le testament original. La maison était à moi. À nous. Nous emménageâmes à Saint-Malo au printemps. Les volets bleus furent repeints. Le jardin refleurit. Ma mère refusa d'abord de venir. Mon père, lui, fit le voyage un jour de mai. Seul. Il resta silencieux devant la mer. Puis me dit, ta grand-mère avait raison. L'amour a seulement un cœur. Il serra la main de Mathilde. Maladroitement. Mais sincèrement. Ma mère finit par céder. Un an plus tard. Pour Noël. Elle pleura en voyant la photo de mamie sur la cheminée. Entourée de nos portraits à Mathilde et moi. J'ai eu peur pour toi. Avoua-t-elle enfin. Peur que tu sois seule. Je lui pris la main. Je ne l'ai jamais été. Pas vraiment. Les années passèrent. Nous transformâmes la maison en chambre d'hôte pour artistes et écrivains. Mathilde publia un roman inspiré de notre histoire, qui devint un succès discret mais profond. J'abandonnai le droit pour ouvrir une petite librairie sur le port. Parfois, le soir, nous marchions sur la plage, main dans la main. Les embruns fouettaient nos visages, et je repensais à cette gifle à Lyon, à cette nuit devant son immeuble, à l'aéroport qui, finalement, avait changé nos destins, car si ma famille ne m'avait pas chassé, je n'aurais jamais pris ce train. Jamais retrouvé Mathilde. Jamais vécu pleinement. Mamie avait raison. L'amour n'a pas de genre. Il a seulement un cœur. Et le nôtre battait enfin libre.